Le président Ouattara a regagné Abidjan. Le chef de l'État revient de Jérusalem où il a assisté aux funérailles de l'ancien président israélien Shimon Peres. Avant Israël, Alassane Ouattara était en France pour les festivités marquant le 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international. La Côte d'Ivoire lance un label pour son cacao à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat. Le cacao représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes. Les violences policières et racistes aux États-Unis sont loin d'être retombées. Le meurtre de nombreux Noirs ont exacerbé la colère de la communauté noire américaine qui veut que justice soit faite. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a regagné Abidjan aujourd'hui. Je vous le disais dans les titres, Alassane Ouattara était en France où il a participé au 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international à Clermont-Ferrand. Il a aussi été en Israël pour assister aux funérailles de l'ancien président israélien Shimon Peres. En France, le président Ouattara était l'invité spécial des festivités marquant le 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international. Il y a prononcé une conférence sur la croissance économique des pays africains ces dernières années. Les étudiants ivoiriens ont participé massivement à cette rencontre. Le reportage de Viviane Haïma. Pour son 40e anniversaire, le CERD, le Centre d'études et de recherche sur le développement international de Clermont-Ferrand, a choisi comme invité spécial le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Ce centre d'études et de recherche est considéré comme un centre d'excellence dans le domaine de la recherche économique et du développement. Il a été créé en 1976 au sein de l'Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand. Sa collaboration avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES a donné naissance en 1998 à un programme de gestion de politique économique au sein de ce centre à Clermont-Ferrand. Invité spécial de cette cérémonie organisée ce jeudi 29 septembre, le chef de l'État devait prononcer une conférence inaugurale. Il a félicité l'impact significatif des études et travaux réalisés par le CERDI sur la grande décision de changement de parité entre le franc français et le franc CFA et sur la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en 1994. Le chef de l'État a également félicité le rôle important joué jusque-là par le Centre d'études et de recherche de Clermont-Ferrand pour aider l'Afrique dans sa marche vers le développement. Mais face aux nouvelles menaces que sont le terrorisme, l'intégrisme religieux et le réchauffement climatique qui risquent de compromettre durablement le développement des pays africains, il a émis le vœu que le CERDI apporte une nouvelle fois une contribution constructive à l'Afrique à travers ses travaux. Nous avons à faire face à de nouvelles menaces, par exemple l'attaque terroriste de Grand Bassam au mois de mars dernier, et nous remercions le gouvernement français de toute l'attention qui nous a été apportée, tout le soutien logistique et en formation de nos forces qui ont réagi dans des délais remarquables. Il faut être très vigilant, il faut continuer de prendre des mesures. À cet égard, évidemment, nous ne pouvons pas conclure cela sans parler des questions de migration et notamment de la tendance à l'isolement que l'on voit dans de nombreux pays. Bien évidemment, l'intégrisme religieux est à condamner, mais je tiens à dire que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un islam modéré. En plus, bien sûr, du réchauffement climatique, nous considérons que ce sont les défis qui sont pour nous tous, pays développés comme pays en voie de développement, pour les mois et les années à venir. En marge de la cérémonie, le président de la République a échangé avec le professeur Patrick Guillaumont, président de la Fondation pour les hautes études et de recherche sur le développement international. Le chef de l'État a aussi rencontré les étudiants ivoiriens au CERD, auxquels il a prodigué des conseils. Je voudrais vous féliciter et vous dire toute notre fierté, vous encourager et vous dire que, bien évidemment, nous considérons que ce qui se fait ici est une étape, car le plus important, c'est ce que vous allez nous rendre au pays.
cette université, le CERDI, ont beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, mais à tout le continent africain. Moi-même, je suis venu ici à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, et le CERDI m'a beaucoup apporté également. Jeudi, en fin de journée, le président de la République a quitté Clermont-Ferrand pour se rendre en Israël, où il a pris part vendredi aux obsèques officielles de l'ancien Premier ministre israélien, Shimon Peres. La plus ancienne entreprise pharmaceutique du monde va ouvrir très prochainement une agence à Abidjan. Le chef du gouvernement a rencontré le consultant diplomatique du groupe Merck pour en parler. Pour Robert Blom, son entreprise va aider la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments. Écoutons le consultant diplomatique du groupe Merck. La mission sera présidée par un des propriétaires du groupe qui représente 50 000 employés, 66 agences dans le monde. Abidjan sera la 67e et qui est un des leaders dans le domaine pharmaceutique, dans les luttes des maladies, surtout tropicales et particulièrement en Afrique. On a aussi un programme d'études, de mise en place, de financement pour des unités pharmaceutiques et des unités médicales. Donc ça aussi, ça fera l'objet de discussions qu'on aura avec Madame la ministre de la Santé et Monsieur le Premier ministre. Nous allons offrir au ministère de la Santé 2 laboratoires qu'on peut emmener partout, même à l'intérieur des villages les plus reculés, et où en l'espace de 2 minutes et 30 secondes, avec une analyse rapide, on peut dire aux gens le médicament est vrai ou il est faux. On a choisi Abidjan pour la sécurité, la stabilité du gouvernement, enfin bref, tout ce qui va avec un pays en plein développement comme l'est la Côte d'Ivoire en ce moment. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui, à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat, un label Origine Côte d'Ivoire. Objectif, mieux valoriser son produit. Il s'agit d'aller vers le goût, de sortir de la qualité pour aller vers de la quantité pour aller vers la qualité. Le cacao ivoirien représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des emplois directs et indirects et des revenus de la population. Selon la Banque mondiale, Herman Guivet revient sur la célébration. Une ambiance de fête foraine, un décor de fèves de cacao séchées et exposées au soleil. Nous sommes au village du cacao, à la 3e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Tout rappelle qu'ici, le cacao reste le maître et que le producteur de cacao est à l'honneur. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à leur journée. Les Journées nationales du cacao et du chocolat, célébrées chaque année en début de campagne cacaoyère. Je voudrais féliciter toutes les productrices, tous les producteurs de cacao. Et je voulais les inviter à poursuivre leurs efforts afin de toujours améliorer leur rendement qui leur a valu la reconnaissance de la nation. Fixé à 1 000 francs l'an dernier, le prix Borchamp du kilogramme de cacao est fixé à 1 100 francs pour la campagne qui s'ouvre. Le bien-être des producteurs, une priorité pour le gouvernement. Le président de la République est sensible à leur sort. Il a demandé d'ailleurs, qu'en liaison avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, mais aussi en liaison avec le ministre de l'Industrie, on a aussi fait une transformation plus poussée de ces différents produits, notamment en ce qui concerne le cacao, mais aussi en ce qui concerne l'anacarde et le coton, de manière à ce qu'on assure des revenus stables et rémunérateurs, à la fois pour le monde paysan, mais aussi des jeunes là qui vont aller dans le domaine aussi de la transformation. Et cette mamelle de l'économie ivoirienne, il faut justement en faire un label. Le cacao de Côte d'Ivoire a désormais une identité, de quoi ravir les producteurs de cacao. Je dis toutes les femmes n'ont qu'à travailler comme moi je travaille là. Si on travaille comme ça, on sera bien. Je suis vraiment très content parce que vous voyez, le prix du cacao qui était de 750, aujourd'hui nous sommes à 1100 francs. Mais il faut remercier le chef de l'État. Il est dans notre peau, il nous écoute. Donc vraiment, nous sommes de cœur, nous sommes avec lui. Des résultats positifs qui n'auraient pas été possibles sans le soutien de partenaires dont le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les travaux déjà engagés ont des résultats qui sont très promoteurs parce que nous allons vers la sélection de matériel végétal résistant justement à la sécheresse. Agir ensemble pour relever les nouveaux défis de la filière cacao, le thème de cette 3e journée de célébration.
Un thème à valeur de symbole pour marquer l'engagement des différents acteurs de la filière cacao de toujours veiller à rester numéro 1 mondial de la production cacaoyère. Et puis, le prix du kilogramme de cacao a connu une hausse de 100 francs CFA. Il passe à 1100 francs CFA pour la campagne 2016-2017. La campagne s'est d'ailleurs ouverte aujourd'hui. Mais il y a un an, le prix du kilogramme du cacao était passé de 850 francs à 1000 francs CFA. Les producteurs voient leurs revenus augmenter de près de 1000 milliards de francs CFA, selon le porte-parole du gouvernement. Mahama Traoré et Adama Kone ont rencontré quelques planteurs de cacao de Méagui dans le sud-ouest du pays. Un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. C'est avec faste que les producteurs de cacao avaient accueilli en octobre 2015 la nouvelle, celle de la fixation du prix du kilogramme de cacao Borchamp à un niveau record de 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Un an après, et à la veille de la nouvelle campagne, quel bilan? Pour le savoir, rendons-nous à Méagui, petite localité située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Petite mais grande zone de production de cacao avec en moyenne 500 000 tonnes par an. Ici, le prix de 1000 francs CFA a apporté un plus dans la vie des paysans. Avec le prix, vraiment, c'est bon. Ça nous permet de bien traiter les champs. Et puis, ça nous permet aussi pour envoyer les enfants à l'école. On va continuer de renouveler notre sang. Le cacao est bien donné parce que c'est bien traité. Le prix de cacao à 1000 francs, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. J'ai même commencé à construire. Avant, vraiment, on n'arrivait pas à nos dépenses même. Par finir, c'est dans les crédits qu'il faut demander aux pisteurs même pour s'en sortir. Avant, quand le cacao prix n'est pas arrivé 1000 francs là, toujours on a un petit problème, ça ne peut pas régler bien. Le cacao est devenu 1000 francs, c'est ça, je vais faire ma maison là, ça y est là. À cause de ça, j'ai mis des enfants à l'école jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu économiser, payer moto, construire maison, les enfants partis à l'université et à Msokoro à bien. Avant, il y a d'autres qui quitté ici, ils n'ont pas allé prendre crédit. C'est à mon compte que j'ai pris. Si les cacaoculteurs de Méagui ont pu percevoir 1000 francs CFA par kilogramme, c'est grâce à 3 facteurs. La bonne qualité de la fève, l'assistance technique du conseil café-cacao et le respect du prix minimum garanti par les coopératives. Les producteurs, aujourd'hui, leur besoin est énorme. Avec la prime, ils n'arrivaient pas à couvrir les besoins. Mais avec l'augmentation du prix, nous constatons avec joie que les producteurs réalisent encore vraiment d'autres projets qui étaient vraiment en suspens. Il était impératif qu'on respecte ce prix envers nos producteurs et c'est ce que nous avons fait. Pour cette année, nous comptons sécuriser ce montant. Alors, nous comptons ouvrir un compte bancaire à chaque producteur pour bancariser tous les revenus de nos producteurs. S'ils ne sont pas prêts d'oublier la campagne précédente, celle en cours depuis ce 1er octobre s'annonce bien. Le prix connaît une hausse de 100 francs CFA, soit 1100 francs CFA le kilogramme de cacao Borchamp, ce qui devrait gonfler les revenus des producteurs de l'ensemble du territoire national. Des revenus qui se sont accrus de plus de 1000 milliards de francs CFA sur la période 2012-2016. L'état d'exécution des recommandations de la 7e conférence des grandes chancelleries de 2015 est connu. Le point des travaux a été fait par les 12 secrétaires généraux des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France. Salimata Dia et Herman Guivé nous disent comment les 12 ont jaugé l'applicabilité des résolutions des chancelleries. Une première dans le monde de la grande chancellerie en Afrique subsaharienne, alors que jusque-là, les grands chanceliers se réunissent en conclave. 12 secrétaires généraux des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France se sont réunis à Abidjan du 29 au 30 septembre. À l'ordre du jour, l'état d'exécution des recommandations adoptées lors des assises de la 7e conférence des grandes chancelleries en 2015. Le point d'exécution a permis de constater que des recommandations ont été réalisées. Certaines sont en cours et d'autres n'ont pas connu de début d'exécution.
Des efforts restent donc à faire en ce qui concerne les recommandations relatives à l'instauration de l'égalité du genre, des journées promotionnelles des grandes chancelleries, de l'instauration d'un ordre commun et de la constitutionnalisation des grandes chancelleries. Ces travaux ont également mené à la préparation de la 8e conférence des grandes chancelleries prévue à Paris en 2017. La France, à la suite des attentats dont elle a été victime ces derniers mois, a décidé de créer une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Voilà, et donc c'est un sujet qu'on propose donc aux autres pays de la conférence. Les secrétaires généraux ayant pris part à cette réunion technique d'Abidjan se disent satisfaits. La cérémonie de clôture a été marquée par une cérémonie de distinction. Ils sont élus locaux, opérateurs économiques, assistants de direction ou encore sportifs à avoir été élevés dans l'ordre national et du mérite ivoirien. Ces 8 récipiendaires ont reçu de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté leur insigne. Ce communiqué de la ACA avant de continuer ce journal-là, dans le cadre de la libéralisation de l'espace télévisuel en Côte d'Ivoire et en conformité avec la décision du gouvernement prise lors du Conseil des ministres du 24 février 2016, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a procédé au lancement des appels d'offres le lundi 30 mai 2016. La ACA porte à l'attention de tous que les candidatures relatives à ces appels d'offres devront être déposées sous pli fermé au siège de la ACA au plus tard le lundi 31 octobre 2016 à 14h, date et heure de rigueur. Fait à Abidjan le 30 septembre 2016. Le cadre de vie des populations de Fresco sera amélioré très bientôt. Pour l'entretien des voiries de la région du Boclé, des engins lourds ont été remis par le conseil régional. Le reportage de Éric Gori. Les populations de Fresco ont reçu avec joie les engins lourds acquis par le conseil régional du Boclé pour l'entretien des routes. Il s'agit d'un porte-char, d'un bulldozer, d'une niveleuse et d'une chargeuse qui ont coûté 330 millions de francs CFA. Au nom des populations, le député maire de Fresco, le ministre Alain Lobognon, s'est félicité des actions du conseil régional. En 2013, lorsqu'il était candidat, nous avons appelé nos parents à voter les grains. C'est une fierté pour nous. C'est la première fois on voit à Fresco qu'un élu local tient ses promesses. C'est ensemble que nous allons avancer. Les machines qui sont là, c'est pour tout le monde. Cette action réjouit également chefs coutumiers, femmes et jeunes de Fresco. Ils ont exprimé leur fierté de voir les cadres unis et solidaires pour une seule cause, le développement de la région. Quant au président du conseil régional, le ministre Philippe Légré, il s'est engagé avec le député maire de Fresco, Alain Lobognon, à poursuivre le travail de développement. Le travail est là, le travail ça se voit. Si nous ne travaillons pas bien, dites-nous que nous ne travaillons pas bien. Nous allons nous améliorer. Mon petit frère arrive, nous avons besoin de votre bénédiction. À ce jour, environ 3 milliards de francs CFA ont été investis dans 90 projets par le conseil régional du Boclé. Le RHDP veut mettre toutes les chances de son côté pour rallier le plus grand nombre d'électeurs à sa cause. Une coordination RHDP a été installée à Cocody en vue de mobiliser les militants pour le référendum et les élections locales. La cérémonie s'est déroulée au siège du RDR dans la commune de Cocody. Salimata Hamza Diaby. Ils sont 50 à former la coordination RHDP de Cocody. La mission de ces membres issus du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, investir le terrain, mobiliser et sensibiliser les populations. C'est donc la mobilisation sur le terrain pour toutes les futures batailles. D'abord par rapport à la Constitution, ensuite par rapport aux élections législatives et aux élections locales qui vont venir. En tout cas que le RHDP soit un, se donne la main pour regarder dans la même direction. Face aux militants, les cadres du RHDP ont aussi exposé la vision de parti unifié que souhaitent le président Alassane Ouattara et le président du PDCI Henri Konan Bédié. Dans la perspective des échéances électorales à venir, selon Afoussiata Bambalamine, le RHDP est en harmonie et totalement mobilisé sur toute l'étendue du territoire national.
Le Bunkani regorge de nombreux sites touristiques. L'habitat traditionnel Lobi appelé Sunkala, la mosquée de Samori Touré à Konga. Il y a aussi le parc de la Komoé. Ces lieux touristiques du nord-est du pays doivent être sauvegardés en prélude donc à la 37e journée mondiale du tourisme qui sera célébrée à Daoukro. Notre reporter Francois Dio s'est rendu dans le Bunkani pour mettre en exergue les atouts touristiques de cette région. Regardez. À 640 km d'Abidjan, Bouna, capitale de la région du Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une ville fondée selon les tests historiques par un guerrier nommé Bunkani. Ici, quelques attractions touristiques. Un tour à Bromakoté, un quartier de Bouna, la mosquée dite mosquée Samori, qui fut construite par les anciens au XVIIIe siècle. Les Sofas ont prié dans cette mosquée-là. Elle n'a donc pas été construite par Samori Touré. Elle doit son nom au fait que le fils de celui-ci, Sarendja Mori, y a prié avec ses troupes. Le site semble aujourd'hui perdu au milieu des habitations. Le liman m'a interdit à ce que les gens construisent jusqu'autour de la mosquée. Parce qu'à chaque fois, quand nous avons des cérémonies grandioses, les gens viennent les visiter. Pour s'imprégner de la réalité de l'art Lobi, un des peuples vivant dans le Bunkani, rendons-nous à Poan, à une quinzaine de kilomètres sur la piste. Voici le Soukala, habitat traditionnel. L'entrée est singulière. On y accède par le toit à l'aide de ces échelles de bois. Et cela n'est pas innocent. Vous savez, nos grands-parents, ils avaient construit ces maisons d'habitation compte tenu des différentes guerres successives qui se passaient. Pour éviter une éventuelle attaque, ils ont construit des soukalas. Vous voyez, il y a plusieurs échelles et plusieurs portes d'entrée. Et la nuit, nos parents se couchent au-dessus du soukala et pour surveiller le village. Les soukalas, il n'en reste plus beaucoup dans la région, selon ce guide touristique. La tendance à disparaître, compte tenu de la modernisation. Aujourd'hui, nous sommes au Létoussement. À Bouna, il n'y a plus de soukala. Aux environs de Bouna, il n'y a plus de soukala. Si ce n'est pas Point qui a essayé de conserver cela. Mais si demain Point est loti, vous savez que les soukala vont disparaître. Donc maintenant, c'est à l'État, surtout au ministère du Tourisme, de voir comment conserver ces différents sites touristiques-là. Pour la direction locale du tourisme, il faut que les populations s'impliquent dans la sauvegarde de ces sites. Le tourisme n'aime pas seulement nos Blancs qui viennent de l'Europe. C'est nous-mêmes, le tourisme en interne. Côte d'Ivoire Tourisme, pour sa part, entend jouer sa partition. Et mon travail, c'est la promotion. La promotion à la fois de la culture, mais des cultures qui existent, pour en faire une somme de valeurs sur lesquelles on peut travailler. Et ça, nous avons de la matière pour pouvoir travailler. De la substance pour travailler. Illustration, le parc de la Komoé. Plus d'1 150 000 hectares, la plus grande réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest. Une source de richesse insoupçonnée. Merci Francois Dio. Coup de projecteur sur les 10 longs métrages réalisés par des cinéastes ivoiriens, présentés à la 2e édition de la Semaine du cinéma ivoirien. C'était au Maroc. Les projections se sont déroulées au Centre de cinématographie marocain. Serge Coléa nous parle de ce cadre d'échange et de partage de compétences. Allez, debout. Debout. À l'affiche de cette 2e édition de la Semaine du cinéma ivoirien au Maroc, 10 films. Une couleur café de Henri Duparc, Sans regret de Jacques Trabi, Wariko de Fadiga Kramola Sidé et Si Dieu n'existait plus, numéro 2 de Guy Kalou, l'interprète de Kadi Touré sont quelques-uns des longs métrages servis au public de la salle du Centre de cinématographie du Maroc. Après l'édition de 2014, il s'agit de donner un autre aperçu des atouts du 7e art à Médine, Côte d'Ivoire. Mais au-delà, cette tribune se veut un espace de partage d'expériences et de compétences. Tu vas faire quoi avec ça? Tu sais que tu vas faire à vie comme À Abidjan, nous avons déjà eu 2 éditions de la Semaine du cinéma marocain et nous sommes ici à Rabat à la 2e édition du cinéma ivoirien. C'est une manière pour nous de promouvoir notre cinéma, d'encourager les jeunes cinéastes qui, malgré les faibles moyens, produisent. Mais c'est également une manière aussi de nous frotter à ceux qui sont en avance et de tirer
le meilleur profit de leur expérience. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie est composée d'acteurs et de réalisateurs de cinéma. Plusieurs responsables de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et du FONSIC, le Fonds de soutien au cinéma, participent à cette deuxième édition de la Semaine du cinéma ivoirien au Maroc qui se tient du 19 au 24 septembre 2016. Il y a 2 ans, la mort de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri aux États-Unis avait remis sur le devant de la scène le débat passionné sur les violences policières et racistes aux États-Unis. Le 20 septembre dernier, Keith Lamont Scott, un homme noir de 43 ans, a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme de poing selon les policiers. Ses proches, eux, affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main. Plusieurs jeunes noirs non armés sont tombés sous les balles assassines des policiers. Pourquoi ces tueries? Que fait le gouvernement américain? Sylvie Touré nous éclaire sur le sujet. Caroline du Nord. La communauté noire crie sa rage et son mal. Plusieurs jours de manifestations contre l'assassinat d'un de ses fils, froidement abattu par la police. Keith Lamont Scott, 43 ans, a été tué dans un parking. L'agent responsable du crime soutient qu'il avait une arme à feu et était menaçant. Un témoin révèle le contraire. Il n'avait qu'un livre en main. La vidéo du crime tranchera plus tard. La version de la police est loin de la vérité. Les manifestants crient au racisme. Les autorités, elles, parlent plutôt de bavures policières, donc de crimes commis par erreur. Ce genre de crime, l'Amérique en compte de plus en plus, surtout à l'encontre des Noirs. Michael Brown, 18 ans, Trayvon Martin, 17 ans, Kimani Gray, 16 ans, Tamir Rice, 12 ans, Walter Scott, 50 ans, Jonathan Ferrell, 24 ans. La liste est loin d'être exhaustive. Tous étaient sans armes lorsqu'ils ont été abattus par des policiers blancs. Ces crimes ont eu lieu entre 2012 et 2016 et ont pour la plupart débouché sur des émeutes. Le premier facteur, c'est que l'image du noir a été écorchée avec l'esclavage et ensuite la ségrégation qui a duré près d'1 siècle. Et rien n'a été fait pour reconnaître cette ségrégation, pour reconnaître l'esclavage. Plus de 1100 civils ont été tués aux États-Unis en 2015, environ 600 fin premier semestre 2016. Les victimes sont en majorité des Noirs, la fibre raciale à nouveau sous tension, alors que la Maison-Blanche est occupée par un président noir, le premier de l'histoire des États-Unis. C'est que l'élection de Barack Obama avait été perçue comme le solde des comptes du passé esclavagiste et ségrégationniste de l'Amérique et l'aboutissement de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques du noir. L'aboutissement d'un combat, celui de Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques, Malcolm Little, devenu Malcolm X, Martin Luther King, auteur du célébrissime I Have a Dream. Cette espérance s'effondre ces dernières années entre bavures policières et tensions raciales. L'Amérique est-elle en train d'exhumer ses démons? De sa tombe, Martin Luther King peut continuer de rêver. Depuis l'arrivée du président Obama au pouvoir, on a près de 50% d'Américains blancs qui estiment que les relations interculturelles ne sont pas les bienvenues aux États-Unis. Cette arrivée au pouvoir confirme ce qu'on appelle le stress racial. Bon, ils font des prévisions. Voilà, donc selon ces prévisions, d'ici 2050, la population américaine sera noire et latino-américaine. Donc les Blancs d'origine britannique vivent un certain stress qui les amène à commettre des crimes. Les Noirs aux États-Unis, c'est 14% de la population, dont 27% sous le seuil de la pauvreté, contre 15% pour l'ensemble de l'Amérique. Le taux de chômage y est estimé à 13,14% contre 6,7% pour les Blancs. Depuis les luttes des années 60 qui ont accordé les droits aux Noirs, la situation des Noirs est toujours une situation précaire. On peut remarquer, selon les statistiques, par exemple, que 75% des crimes sont commis par les Noirs.
D'hier à aujourd'hui, la condition des Noirs ne s'est pas vraiment améliorée aux États-Unis. Barack Obama lui-même le reconnaît. En mars 2015, à l'occasion de la commémoration du Bloody Sunday, le dimanche sanglant à Selma, au lieu de la lutte pour la cause noire, le président américain affirme ceci. Il nous suffit d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs pour savoir que l'ombre de l'histoire raciale de ce pays plane toujours. Aveu d'impuissance ou sentiment d'échec. En tout cas, la tentation du repli identitaire gagne du terrain. Des organisations pour favoriser le commerce intracommunautaire voient le jour, d'autres encore pour dénoncer les actes racistes et défendre la cause des Noirs. Il faut reconnaître aussi que très souvent, les policiers n'ont pas subi les condamnations que tout le monde avait espérées. Mais je ne crois pas que ce soit le fait de la faiblesse de l'administration Obama. L'Amérique se prépare à tourner la page Obama. La communauté noire, elle, attend des candidats à la Maison-Blanche des solutions au mal-être de ses membres. En attendant, les stars afro-américaines donnent également de la voix. Un moment arrive où le silence est une trahison. Je ne resterai pas silencieuse. Promet la championne mondiale du tennis Serena Williams, citant Martin Luther King. D'autres dans un clip intitulé « 23 raisons pour se faire tuer quand tu es noir en Amérique » dénoncent le retour des vieux démons du racisme. Un dossier de Sylvie Touré. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.